La mère avait installé un petit enregistreur dans la chambre de sa fille, déterminée à découvrir la vérité. À minuit, un léger murmure parvint au microphone. « Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant. » Elena avait toujours cru que rien ne pouvait s'interposer entre elle et Lucie, sa fille unique, qu'elle avait élevée seule depuis sa plus tendre enfance. Mais ces derniers mois, ce monde autrefois solide avait commencé à se fissurer. Tout a commencé par de petits changements, du genre qu'Elena remarquait à peine au début. Au dîner, Lucie, qui attendait autrefois avec impatience le saumon grillé ou la soupe aux lentilles, secouait maintenant la tête. « J'ai déjà mangé à l'école, maman ? » « Je suis repue, » disait-elle, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. « Mais à quelle heure as-tu mangé ?» demandait Elena en essayant de garder son calme. Lucie haussait les épaules et se détournait. « J'ai mangé quelques biscuits en rentrant. » Ces détails semblaient comme des braises incandescentes annonçant un incendie imminent. Lucie mangeait de moins en moins, et toujours des choses légères, une demi-pomme, un pot de yaourt, un morceau de pain sec. Chaque fois qu'Elena essayait de cuisiner quelque chose de spécial, Lucie prétendait qu'elle était occupée à étudier, qu'elle avait mal à la tête ou qu'elle avait déjà mangé. Ce n'était pas seulement la nourriture. Lucie commença à passer des heures dans la salle de bain chaque matin, à se changer, à froncer les sourcils devant son reflet, à se brosser les cheveux pour finalement les laisser retomber. « Tu vas rater le bus », prévenait Elena, mais elle n'entendait en retour que le bruit de l'eau qui coulait à flot et un regard froid par la porte entr'ouverte. À chaque fois que Lucie apparaissait, elle ressemblait à quelqu'un d'autre, pâle, les yeux creux, mais toujours fard à joues, mascara et un soupçon de gloss. Elle n'avait que 13 ans. Inquiète, Elena se confia à Isabelle, son amie de longue date et professeure de littérature. Autour d'un café près de l'église Trinity, Isabelle suggéra gentiment, puberté, hormones, amis, peut-être qu'elle essaie juste de se découvrir. Mais ce n'est pas normal, insista Elena. Elle a les yeux cernés, elle murmure au téléphone à 11h chaque soir, elle a même ignoré l'appel de sa grand-mère. Isabelle fronça les sourcils. Peut-être quelqu'un du lycée, ou un béguin. Elena se sentit giflée par cette idée. Elle n'a que 13 ans, pourquoi le cacherait-elle? Avant, elle me disait tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Son malaise s'accentua lorsque Lucie s'exclama sans raison. Un soir, Elena frappa à la porte de sa chambre pour lui rappeler qu'il était l'heure d'aller au lit. Lucie cria « Arrête d'essayer de me contrôler. Tu ne comprends rien. » Elena recula comme brûlée, à l'écoute de pop américaine inconnue aux des rythmes électroniques froids et agressifs qui lui donnaient la chair de poule. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, Elena essaya à nouveau. « Lucie, ça va? Tu as l'air fatiguée et tu ne manges pas correctement. » Toujours rivée à son téléphone, Lucie lança sèchement « J'ai déjà dit que j'allais bien », puis repoussa sa chaise et s'éloigna, laissant Elena seule, le cœur serré. Parfois, Elena se sentait comme une étrangère chez elle, dîner solitaire, rires évanouis, et les yeux de sa fille clos comme une forteresse. Un soir, alors que Lucie faisait semblant de s'endormir, Elena se tenait devant la porte de sa fille et écoutait par l'entrebâillement. Elle entendit Lucie murmurer « Oui, j'ai porté un sweat à capuche aujourd'hui, personne ne l'a remarqué. » Puis, plus fermement, « Non, je ne mangerai pas, j'ai promis, tu te souviens. » Son cœur battait fort. Ce ton obéissant comme si Lucie s'adressait à quelqu'un de maître l'effrayait plus que tout. Le lendemain matin, Elena demanda « À qui parlais-tu hier soir ?» Lucie se figea en pleine bouchée, puis la fusilla du regard. « Mes affaires. Tu peux arrêter de poser des questions aussi stupides. » Elena força son calme. « Je suis juste inquiète, tu perds visiblement du poids. » L'assiette de Lucie glissa. « Tu me traitais de grosse quand j'étais petite, tu te souviens. » Elena resta sans voix, le souvenir de remarques inconsidérées, « Si tu manges trop, cette robe ne te va plus, ou, maigris si tu veux danser », la piquant comme un coup de fouet. La fille qui aimait la vie autrefois, qui parlait sans cesse de ses amis, se cachait désormais derrière des vêtements trop grands et un visage peint. La petite fille qui s'accrochait à elle chaque matin claquait maintenant la porte, comme pour fuir le monde. Cet après-midi-là, sous couvert d'une réunion parents-professeurs, Elena a rencontré Madame Emma à l'école de Lucie. Elle est plus calme qu'avant, a dit sa maîtresse en regardant les enfants courir dans la cour. Les notes sont bonnes, mais elle ne déjeune jamais et elle regarde toujours son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elena la remercia et partit avec un sentiment de vide, comme les premiers frissons de l'automne. Lucie cachait quelque chose, et Elena ne savait pas comment la joindre. Chaque jour qui passait creusait le fossé entre elles.
Tard dans la nuit, voyant la lumière de la chambre de Lucie toujours allumée à 23h30, Elena prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru prendre, elle suivrait sa fille. L'appartement qu'ils partageaient autrefois semblait froid et étrange. Elena était assise à la table de la cuisine, remuant une tasse de thé froid, les yeux rivés sur la porte fermée de Lucie. Elle ne pouvait pas laisser cela perdurer. Le lendemain matin, au bureau des médias numériques de Brooklyn, Elena se confia à Daniel, son collègue et seul confident. Après avoir entendu le récit fragmenté d'Elena où les repas sautés, les murmures tardifs, le ressentiment, Daniel marqua une pause. « Tu devrais peut-être l'enregistrer », suggéra-t-il doucement. « Juste pour être sûr que tu n'imagines rien. J'ai un petit micro que tu peux cacher derrière une étagère, il ne s'active que dans un rayon de 3 mètres. » Elena hésita. « Je ne veux pas empiéter sur sa vie privée, mais j'ai l'impression de la perdre. » Daniel lui tendit un enregistreur de la taille d'une boîte d'allumettes. « Ne l'utilise que si tu y es obligé. Tu es sa mère. » Cette nuit-là, pendant que Lucie prenait sa douche, Elena se glissa derrière sa porte et posa le magnétophone sur l'étagère près du lit où Lucie s'asseyait souvent. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Les 2 premières nuits ne furent empreintes que de silence, de bruissements de couverture et de chants d'oiseaux lointains. Le 3e soir, Elena était assise à son bureau, un casque sur les oreilles. Après un moment de silence, un léger bip retentit l'enregistreur s'activant au suivi du murmure las de Lucie, « Je n'ai mangé qu'une pomme aujourd'hui. Je ne mangerai rien d'autre avant demain matin. » Elena se figea. Puis une autre voix, douce, tendre, mais glaciale, « C'est bien, ma fille. Ne laisse personne gâcher ton voyage parfait. Ta mère ne comprend pas. » Elena laissa tomber ses écouteurs, essoufflée, les mains tremblantes de terreur. Elle essaya de réécouter l'enregistrement, c'était Lucie, sa propre fille, qui pleurait de douleur et implorait quelqu'un d'autre. Sœur Claire, qui était-elle, et comment s'était-elle infiltrée dans la vie de Lucie? Paniquée, Elena se précipita dans la chambre de Lucie et tâtonna pour déverrouiller le téléphone de sa fille. Elle essaya les dates de naissance, le nom de leur ancien chat, la date d'inscription à l'école, rien n'y fit. Vaincue, elle se retira dans sa chambre, le front perlé de sueur froide. Elle s'assit et ouvrit le journal de Lucie, le petit carnet à la couverture rose usée, rangé dans le tiroir. Jamais auparavant Elena n'avait lu les mots secrets de sa fille, mais maintenant, désespérée de sauver son enfant, elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. La première page montrait un dessin désordonné d'une fille debout devant un miroir. La deuxième page listait les nombres par ordre décroissant, 52 kg, 50 kg, 48 kg, 45 kg. La gorge d'Elena se serra. Puis elle tourna la page et son cœur faillit s'arrêter. Sœur Claire dit, « Je suis presque assez jolie. Il me suffit de descendre à 42 kg pour être aimée. » À côté de ces mots se trouvait un croquis grossier d'un ventre entouré de rouge, des flèches pointant vers l'excès de graisse et les cuisses épaisses. Le cœur d'Elena se serra, c'était la petite fille qu'elle avait réconfortée quand ses camarades la taquinaient parce qu'elle était petite, l'enfant qu'elle avait encouragé à porter une robe sans crainte. Maintenant, quelqu'un lui inculquait des idéaux tordus. Le lendemain matin, Elena conduisit Lucie à l'école comme d'habitude. Elle tenta d'engager la conversation. « Tu craques pour quelqu'un ces derniers temps ?» Lucie regarda droit devant elle. « Vous essayez de m'interroger ?»« Non, je m'inquiète juste pour toi. » Lucie se tourna vers la fenêtre. « Tu ne sais rien. Tu paniques quand quelqu'un est maigre. Tu détestes ceux qui sont différents. Tu me dis toujours ce que je dois faire. J'en ai marre. » Elena se tut, les mots coincés dans sa gorge. Elle réalisa qu'elle avait perdu le droit d'écouter véritablement sa fille. Elle ne ressentait plus que de la peur. Ce soir-là, elle réécouta l'enregistrement. La voix de sœur Claire, douce comme du miel et tranchante comme une lame, murmura, « Chaque fois que tu as faim, pense aux filles de ta classe. Tu ne voudrais pas être plus jolie qu'elle ?» « Oui, » répondit faiblement Lucie. « Mais j'ai tellement le vertige. » « Ce n'est pas grave. La beauté exige de la discipline. Seuls les faibles abandonnent. » Elena serra les poings jusqu'à ce que ses ongles lui rongent les paumes. Elle devait démasquer Claire, découvrir qui se cachait derrière cette voix. Mais d'abord, elle se jura de ne pas perdre sa fille à jamais. Plus tard dans la nuit, en passant devant la chambre de Lucie, Elena remarqua la faible lueur d'un écran de téléphone. Elle frappa doucement. « Lucie, ce que je voulais juste te dire, c'est que je t'aime. »
Un bref silence. Va dormir, répondit Lucie d'un ton neutre. Elena s'attarda un moment, puis retourna dans sa chambre, serrant contre elle le petit appareil d'enregistrement qui contenait les premiers éléments de preuve de la bataille à venir. Lundi matin, Elena était assise à leur café habituel, un expresso froid tremblant dans la main. Devant elle, des vidéos TikTok défilaient à l'infini aux chorégraphies, tutoriels de maquillage, conseils mode d'un univers qu'elle n'avait jamais compris, qui ensorcelait désormais Lucie. Elle a cherché « Sœur Claire ». Le premier résultat était @clarabelle-baréal, une jeune femme d'une vingtaine d'années aux cheveux blonds bouclés, aux lèvres rouges vifs et aux yeux noirs profonds qui semblaient hypnotisants. Peu de clips, mais plus de 87 000 abonnés, principalement des comptes d'adolescents. Elena a cliqué sur la première vidéo. Bonjour mes belles, à roucouler clair. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder un ventre plat sans salle de sport, il suffit de boire de l'eau citronnée au gingembre pendant 16 heures. Facile, non? Et n'oubliez pas, pas de nourriture après 18 heures, seuls les faibles grignotent. Elle a souri d'un air énigmatique et a montré une photo avant-après d'une taille de guêpe incroyable. Vidéo après vidéo, les conseils devenaient de plus en plus sombres, comment masquer les cernes, tromper la faim avec de la glace, retoucher des photos avec Snap Pro pour ressembler à un mannequin. À la fin de chaque vidéo, un message clignotant, envie de rejoindre le groupe privé? Lien Telegram dans la bio réservé aux filles sérieuses. La main d'Elena tremblait lorsqu'elle cliqua. Un message Telegram automatique apparut, êtes-vous prête à changer de vie? Claire vous guidera pas à pas, envoyez-nous des photos quotidiennes de votre tour de taille, tenez un journal de votre corps parfait et construisez votre image de marque. Atteignez 42 kg et figurez sur mon TikTok. Si vous abandonnez, ce sera votre faute. Ses yeux la piquaient tandis qu'elle parcourait les messages des autres filles, plus que 3 kg à perdre. Je me suis évanouie à l'école, mais Claire dit que ça veut dire que ça marche. Ma mère m'a banni, mais j'ai un téléphone de secours. Claire est la seule à me comprendre. Leurs mots la blessèrent comme un couteau. Elle savait que Lucie faisait partie de ce groupe, mais comment la retrouver parmi des centaines de surnoms anonymes? Elle a enregistré des captures d'écran, copié l'identifiant du groupe et quitté le café. La police ne voulait pas intervenir pour l'instant, il n'y avait pas assez de preuves. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne la technologie, quelqu'un capable de démasquer les inconnus cachés derrière des écrans. Cet après-midi-là, Elena s'est arrêtée à la petite librairie de Wicker Park où travaillait Thomas, un jeune homme maigre avec des lunettes et spécialisé en cybersécurité qui l'avait aidé à installer un logiciel antivirus. « Pouvez-vous m'aider » demanda-t-elle en lui tendant son ordinateur portable, le fichier audio et les captures d'écran. Thomas plissa les yeux en regardant la vidéo TikTok. Ce compte utilise un VPN pour masquer son adresse IP, mais l'image utilisée par Claire n'est pas originale, c'est un modèle de stock. Quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Pouvez-vous découvrir qui? Thomas hocha la tête. Je vais tracer les métadonnées, l'identifiant Telegram, synchroniser les horodatages d'enregistrement avec le serveur du groupe, mais ça prendra quelques jours. Elena lui serra la main. Merci beaucoup. De retour chez elle, elle décida de reparler à Lucie. Elle frappa à la porte de sa fille. Lucie, puis-je entrer? Pas de réponse, seulement une douce musique électronique. Elena poussa doucement la porte. Lucie était allongée face contre terre, son téléphone à côté d'elle. Tu ne te sens pas bien? Demanda Elena en s'approchant. Je suis fatiguée, marmonna Lucie. Tu as mangé quelque chose? Pas faim. Elena s'assit au bord du lit, la main posée sur le dos de Lucie. Elle sentit la colonne vertébrale de la jeune fille appuyée délicatement sur le tissu. À qui as-tu parlé tous les soirs? Murmura Elena. Lucie se retourna, les yeux rouges et gonflés. Sœur Claire. Tu ne sais rien. Tu passes ton temps à me faire étudier, à me faire manger, à me faire vivre comme tu le juges juste. Elena ferma les yeux. J'ai juste peur que quelqu'un te contrôle. Lucie se redressa brusquement. Me contrôler? Sœur Claire m'apprend à m'aimer. Pas toi, c'est toi qui m'as toujours comparé à Abigail. Elle est plus jolie, plus mince, plus intelligente. Tu crois que je ne t'ai pas entendu? Elena se figea. Chaque mot lui semblait une lame se tordant dans la poitrine. Elle fouilla dans sa mémoire, avait-elle déjà dit de telles choses? Peut-être une fois, peut-être jamais, mais Lucie les avait entendues, et elle l'avait profondément blessée. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. Je suis désolée, murmura-t-elle.
Je suis tellement désolé. Elle chuchota, mais Lucie lui avait déjà tourné le dos. Je ne mange pas ce soir, je suis trop fatiguée. La fillette tira la couverture sur sa tête. Elena resta assise dans la cuisine silencieuse quelques minutes encore, sentant le poids des paroles de sa fille s'abattre sur sa poitrine comme des pierres, puis se leva et sortit. Elle avait l'impression de sombrer dans un gouffre sans fond, sans aucun soutien. Claire, celle qui se cachait derrière ce nom, avait planté ses griffes dans l'esprit de Lucie, et Elena ne pouvait que regarder. Tard dans la nuit, Elena appuya une fois de plus sur le bouton d'enregistrement du petit appareil. « Lucie, ma sœur. » Sa voix tremblait par-dessus le grésillement de la bande. « J'ai mangé une demi-banane aujourd'hui, mais je me sens tellement coupable. » Un silence, puis la réponse douce mais cinglante de Claire, « Ce n'est pas grave. C'est normal. Être gros est un échec, tu es sur la bonne voie. » Les mots suivants de Lucie furent murmurés, mais ils frappèrent Elena comme un coup. « Mon ami a dit que j'étais pâle. » Claire répondit, « Ils sont jaloux. Tu es la seule à être disciplinée. Tu seras plus belle que tous. » Elena fondit en larmes. Elle avait cru autrefois que la maternité était instinctive, si on aimait son enfant et qu'on l'élevait avec soin, il s'épanouirait. Mais certains cauchemars ne venaient pas du monde réel, ils surgissaient des ombres scintillantes d'Internet, où sa fille disparaissait peu à peu. « Sœur Claire m'aime, » dit la voix enregistrée de Lucie, « tout ce que maman fait, c'est me forcer à vivre la vie qu'elle veut. » Cette phrase résonna dans l'esprit d'Elena toute la nuit. Ce n'était pas une accusation, mais un verdict. Elle resta assise sur le canapé jusqu'à l'aube, son téléphone à la main, l'écran éteint par les messages non lus. Elle voulait appeler Isabelle et lui demander comment sauver sa fille, mais elle ne parvenait pas à composer le numéro. Qui pouvait encore revenir? Le lendemain matin, Elena se leva tôt et prépara le petit déjeuner préféré de Lucie, des toasts nappés de confiture de framboise et des œufs au plat. Elle se déplaça doucement en murmurant « Encore du beurre, s'il vous plaît », se souvenant des cris de joie de Lucie. Lucie apparut sur le seuil de la cuisine, les cheveux noués en chignon désordonné, le visage pâle sous une couche de poudre blanche. Elle marqua une pause, puis détourna le regard. « Je ne mange pas, » dit-elle en attrapant un verre d'eau. « Je dois partir tôt. » Elena garda une voix calme. « Lucie, il faut qu'on se reparle. » Lucie posa son verre, le regard défensif étincelant. « Tu n'en as pas marre? »« Non, j'ai peur. J'ai peur que tu te fasses mal. » Lucie ricana. « Me faire du mal? Tu as tort. C'est toi qui m'as fait du mal. » Elena se figea. « Je n'ai jamais? »« Oh, vraiment ?» s'exclama Lucie. « Que as-tu cru que j'ai ressenti quand tu as dit « Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à Abigail ?» Mince et gracieuse. Elle se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu m'as regardé comme si j'étais un projet inachevé. Tu m'as fait prendre des cours de piano que je détestais, tu m'as forcé à prendre des cours particuliers quand j'étais épuisé. Tu appelles ça de l'amour, mais c'était comme suffoquer. Le silence régna dans la pièce. Elena ne pouvait le nier, ses choix bien intentionnés étaient devenus des chaînes autour de sa fille. Sœur Claire, la voix de Lucie s'adoucit, elle me comprend. Elle ne rit pas quand je dis que je veux être belle. Elle ne me traite pas de maladroite ni ne dit que je suis moins douée que les autres. Claire ne te connaît pas, dit Elena fermement. Ce n'est qu'une ombre sur Internet, elle n'existe pas. Lucie se leva, les épaules tendues. Tu sais quelque chose sur moi? Comment s'appelle mon meilleur ami? Ma couleur préférée? Ma chanson préférée? De quoi j'ai peur? Elena resta silencieuse. La voix de Lucie s'aiguisa. Tu ne sais rien, et pourtant tu penses pouvoir décider de ce qui est le mieux pour moi. Sur ce, Lucie sortit en trombe, claquant la porte si fort que le miroir au mur trembla. Au bout de quelques secondes, un cadenas s'enclencha et le silence s'installa. Elena resta immobile, les mots de sa fille pleuvant comme des flèches, chacun sonnant comme un glas à un signal d'alarme, elle s'était égarée, non par cruauté, mais par cécité. À midi, elle a appelé Isabelle. Elle avait juste besoin de parler. Pas pour des conseils, juste pour respirer. J'ai tout gâché, s'étrangla Elena dans sa propre voix. Respire, dit doucement Isabelle. Où es-tu? À la maison. Je viens d'avoir une terrible dispute avec Lucie. Elle dit que je ne la comprends pas, que je l'étouffe. Elle a peut-être raison, répondit Isabelle après un soupir,
mais elle continue de te parler. Elle veut toujours être comprise. Le pire, c'est quand elles arrêtent complètement de parler. Elena appuya la tête contre le mur. Tu crois que je l'ai poussée entre les mains de Claire? Je pense que l'espace dont tu ne savais pas qu'elle avait besoin est ce qui a fait de la place pour Claire, répondit doucement Isabelle. Elena ferma les yeux. C'était vrai, elle avait été tellement occupée à subvenir aux besoins de ses enfants et à être la bonne mère qu'elle avait oublié d'être une amie. Tout ce dont Lucie avait besoin maintenant, c'était d'une amie. Cet après-midi-là, Elena se glissa dans la chambre de Lucie pendant que sa fille dormait. Elle ne voulait pas la réveiller où Lucie dormait rarement ces derniers temps mais quelque chose la poussait à aller de l'avant. Dans un tiroir du bureau, Elena trouva un petit sac en papier contenant un flacon de gélules détox, Body Burn, aucune pharmacie sérieuse n'en proposait avec des slogans criards, perdez 5 kg en 10 jours. 100% naturel. Pas besoin de régime. À côté se trouvait un soutien-gorge en dentelle rouge et une culotte assortie en dentelle noire, soigneusement pliée dans une pochette en soie. Elena en eut le souffle coupé où sa fille était encore une enfant. Mais ce ne sont pas les pilules ni la lingerie qui ont fait pleurer Elena, mais le petit carnet caché derrière l'étagère. Chaque page contenait un journal de poids, des courbes, des calendriers de repas et des affirmations cinglantes. 52 kg égale moche. 48 kg égale pas assez. 44 kg égale presque aimé. 42 kg égale parfait. Chaque fois que j'ai faim, je me rapproche de l'admiration. Maman ne croit pas en moi, mais sœur Claire, oui. Elena serra le carnet contre son cœur et pleura. Ce soir-là, elle prépara une soupe au poulet non pas pour Lucie, mais pour elle-même car elle avait besoin de quelque chose de chaud. À minuit, elle déposa le bol devant la porte de sa fille et s'en alla. Quelques instants plus tard, elle entendit à nouveau des murmures, plus aigus qu'avant. Lucie, ma sœur, aujourd'hui, maman est devenue folle. Elle n'arrêtait pas de me forcer à manger. La voix de Claire résonna, froide comme l'acier, ne laisse personne gâcher ton voyage. Tu es presque au sommet, sois forte. La beauté, c'est la victoire, pas le plaisir des autres. Elena s'effondra au sol, le dos appuyé contre la porte de sa fille. Elle comprenait maintenant, Lucie n'écoutait plus sa mère. La voix en laquelle Lucie avait confiance était celle d'un fantôme nommé Claire, et l'amour qu'elle recherchait ne venait pas des bras de sa mère, mais de sentiments sans âme sur un écran. C'était un jeudi après-midi froid et pluvieux à Chicago. Elena quitta le bureau peu après 17 heures, chaque pas lui semblant un voyage dans un labyrinthe inconnu. Son reflet dans le miroir était celui d'une inconnue, ses journées partagées entre peur et impuissance, ses nuits hantées par des rêves agités. Ce soir-là, elle résolut de laisser les choses se calmer au pas de disputes, pas de questions, pas de contrôle au juste une nuit tranquille. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, aucune musique familière ne provenait de la chambre de Lucie, aucun bruit de touche. Seul le silence régnait, un silence terrifiant, étouffant. Elena, appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle retira ses chaussures et se précipita dans le couloir. La porte de la salle de bain de Lucie était fermée, laissant filtrer une faible lumière. Lucie? La voix d'Elena tremblait tandis qu'elle frappait plus fort. Ça va? Toujours pas de réponse. Le cœur battant, elle courut à la cuisine, cherchant à tâtons le double des clés accrochées au mur. La porte s'ouvrit brusquement et Lucie gisait là, immobile sur le carrelage, les cheveux en éventail comme des taches d'encre, les lèvres bleuies, le visage pâle comme du papier. Une main serrait son ventre, repliée sur elle-même. Lucie, oh mon Dieu, Lucie. Elena tomba à genoux. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Elle fouilla dans son sac à main, les mains tremblantes, tandis qu'elle appelait les urgences. Ma fille s'est évanouie. Ses lèvres sont bleues, son corps est froid. L'adresse est, dépêchez-vous, l'hôpital Mount Sinai. L'odeur antiseptique et les lumières blanches et crues faisaient tourner la tête d'Elena tandis qu'elle s'affalait sur une chaise dans la salle d'attente des urgences. Ses doigts se crispèrent, les yeux rivés sur la porte par laquelle Lucie allait sortir. Après une longue période d'anxiété, une femme d'âge moyen, vêtue d'une blouse blanche impeccable, apparut. Son expression n'était ni grave ni rassurante. Elena Walker? Je suis le docteur Marina Clark, chef du service de médecine interne pédiatrique. Votre fille commence à se réveiller. Nous lui avons administré du glucose et des liquides par voie intraveineuse. Elle ne présente pas de lésions organiques aiguës, mais elle souffre d'hypoglycémie sévère et présente des signes de malnutrition légère.
Si cela continue, cela pourrait affecter son foie, ses reins, et même son cœur. Elena tituba tandis que les paroles du médecin s'imprégnaient d'elle. Le docteur Clark marqua une pause, son regard s'adoucissant. Elle n'est pas encore hors de danger. Nous devons savoir ce qui se passe, comment elle mange. La gorge serrée, Elena baissa les yeux. Elle ne mange qu'une pomme par jour. Certains jours, rien du tout. Pour combien de temps, demanda doucement le docteur Clark. Plus d'1 mois, peut-être 2. Le médecin soupira, la compassion dans la voix. J'ai vu de nombreux troubles alimentaires, surtout ceux déclenchés par les réseaux sociaux. Lucie est encore si jeune. Une fois son état stabilisé, nous organiserons une consultation psychologique. Des larmes coulaient sur le visage d'Elena. Sa voix se brisa, veux-tu la voir? Elena se leva aussitôt. La chambre d'hôpital était une étendue blanche et stérile, troublée seulement par le bip continu d'un moniteur cardiaque. Lucie gisait immobile, les yeux clos, une fine perfusion scotchée au dos de sa main. Sous la couverture, sa silhouette était fine comme du papier, ses joues étaient creuses, ses clavicules saillantes. Elena s'assit à côté de sa fille, écartant une mèche de cheveux du front de Lucie. La peau de Lucie était fraîche et sèche, la douceur de 13 ans avait complètement disparu. Elena murmura, « Mon amour, je suis là. » Lentement, Lucie s'agita. Ses paupières s'ouvrirent brusquement, sa concentration s'aiguisant lorsqu'elle reconnut sa mère. « Maman, pourquoi suis-je là ?» Sa voix était fragile, brisée. « Tu t'es évanouie dans la salle de bain, » expliqua doucement Elena. « Je t'ai emmenée aux urgences. Tu avais une hypoglycémie dangereuse. » Lucie ne répondit rien, les lèvres pincées. Elena osa demander, « Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé ?» Lucie détourna la tête. « Je vais bien, tu fais tout un plat. » Elena serra la main de sa fille. « Non, tu ne vas pas bien. Tu as failli. » Sa voix tremblait. « J'ai failli te perdre. » Lucie ferma les yeux. « Tu vas me crier dessus ?» Elena secoua la tête. « Non. À quoi bon crier si je ne t'ai pas compris ?» Lucie esquissa un léger sourire amer. Sœur Claire dit, « Être grosse, c'est un échec, seuls ceux qui abandonnent. Je ne voulais pas être laissée pour compte. Peu m'importe d'être mince ou non. » Elena murmura à travers ses larmes, « Je veux juste que tu sois en vie, que tu respires, que tu sois capable de me serrer dans tes bras comme tu le faisais avant. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Tu as dit un jour que je devais apprendre à être belle si je voulais qu'on me remarque. » Le cœur d'Elena se serra. Elle caressa les cheveux de Lucie. « J'avais tort. J'ai laissé le monde t'apprendre des choses que j'aurais dû t'apprendre en premier, que tu mérites l'amour simplement parce que tu es toi-même. » 3 jours plus tard, Lucie est sortie de l'hôpital avec des rendez-vous de suivi médical et thérapeutique. Mais Elena savait que ce n'était que le début. Pendant que Lucie se reposait, Elena a réécouté le dernier fichier audio enregistré avant son malaise. « Lucie, ma sœur, j'ai tellement faim, mais j'ai peur. Si je mange, je vais grossir. » Claire dit que grossir, c'est échouer. Tu veux être plus belle que toutes les filles. Cette voix froide et résolue n'était pas un simple récit. C'était un système de croyances, toxique, stratégique et délibéré. Elena ne pouvait plus attendre. Elle envoya un texto à Thomas, « J'ai besoin de savoir qui est vraiment la personne derrière Claire, au plus vite. » Il a répondu en moins d'1 minute, « J'ai une piste. Retrouve-moi demain matin. » Il est temps d'en finir. Le lendemain matin, à Chicago, le ciel était d'une clarté cristalline après la pluie de la nuit. Elena était assise, blottie sur un banc en bois devant le petit café de Wicker Park où elle avait rencontré Thomas. Elle arriva 15 minutes en avance, les nerfs à vif comme une écolière attendant ses résultats d'examen. Thomas arriva à l'heure, manteau noir et ordinateur portable en bandoulière, le visage tendu. « Restez assis, dit-il, sans saluer. Je vous raconterai tout ce que j'ai trouvé. » Il fit glisser une tablette sur la table. La personne derrière le compte Clarabella-Barreal et le groupe Telegram s'appelle Sandra Morgan. Elle a 26 ans, c'est une ancienne mannequin à temps partiel de San Marcos. Elle avait autrefois 200 000 abonnés sur Instagram. Elena fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Elle est devenue célèbre il y a 2 ans grâce à son air de grande sœur amicale, poursuit Thomas. Puis quelqu'un a exposé ses photos fortement retouchées, les originaux montraient de l'acné et un tour de taille normal.
Les sponsors l'ont annulée et elle a disparu. Elena serra les poings. Thomas poursuivit, après ça, elle a créé des comptes anonymes sur TikTok, Telegram et d'autres plateformes, ciblant des préadolescentes de 11 à 15 ans. Aucun de ces comptes n'utilisait ses vraies photos, juste des images retouchées ou des illustrations. Mais la voix? C'est bien la sienne. Sandra a étudié le théâtre, elle est donc douée pour manipuler les émotions. Il ouvrit une feuille de calcul. Ces groupes Telegram liés à Clarabella-Barreal génèrent des revenus publicitaires grâce aux produits minceurs, des commissions d'affiliation et des transferts directs vers un portefeuille numérique. Elle profite de chaque enfant qui croit en elle. Elena retint son souffle. Lucie, elle a pris ses pilules. Thomas hocha gravement la tête. Le produit, Detox Body Burn, n'est pas réglementé. Il contient de puissants diurétiques qui peuvent provoquer une déshydratation et un déséquilibre électrolytique. J'ai envoyé un échantillon pour analyse. Nous attendons les résultats. Nous devons l'arrêter, dit Elena. Le ton de Thomas devint sérieux. J'ai déjà contacté la division cybersécurité et un ami de la brigade des délits informatiques de la police. Mais nous avons besoin de preuves supplémentaires de la part d'un utilisateur concerné. Si vous acceptez de porter plainte, nous aurons des motifs pour ouvrir une enquête officielle. Elena n'hésita pas, je le ferai. Cette nuit-là, après que Lucie se soit endormie, Elena s'est glissée dans la chambre de sa fille. Elle a sauvegardé tous les enregistrements vocaux sur une clé USB, photographié les entrées du journal, les flacons de pilules, l'emballage du Detox Body Burn et enregistré des captures d'écran de l'historique de navigation sur TikTok et Telegram ou tout ce qui pouvait servir de preuve. Le lendemain matin, elle se tenait au siège du FBI à Washington, face à l'agent Béatrice Sa, une femme aux cheveux courts et portant des lunettes, spécialisée dans les contenus numériques préjudiciables. Béatrice examinait chaque document, les sourcils froncés. Pouvez-vous confirmer que ces enregistrements sont bien ceux de votre fille? Oui. Je peux témoigner. Et vous êtes certain que l'utilisateur Clarabella-Barreal est Sandra Morgan? Thomas Garcia peut présenter les rapports de traçage. J'ai son analyse ici. Béatrice leva les yeux. Sachez que ce n'est pas le seul cas. Ces 6 derniers mois, nous avons reçu plus de 30 signalements similaires, de la Californie à Atlanta. Mais la plupart des parents manquaient de preuves concrètes. Elena serra fermement ses mains. Eh bien, maintenant, tu l'as. Béatrice hocha la tête. Avec ce niveau de détail, nous obtiendrons probablement un mandat pour supprimer ses comptes liés et geler ses avoirs. Elena ne broncha pas, qu'elle découvre qui l'a dénoncé, dit-elle d'une voix ferme. Je m'en fiche. Si je dois révéler l'affaire, je le ferai, ma fille a failli mourir à cause d'elle. Je n'ai plus peur. 3 jours plus tard, les gros titres faisaient état d'une enquête policière sur un réseau d'influenceurs virtuels pour manipulation d'enfants en ligne. Des comptes TikTok et Telegram ont été fermés, des groupes Telegram ont été supprimés, un compte bancaire au nom de Sandra M a été gelé et une assignation à comparaître a été émise. Ce soir-là, Elena était assise dans le salon, tenant Lucie contre son épaule. La petite fille était encore faible, mais mangeait un peu plus chaque soir. Elena avait recommencé à lui raconter des histoires avant de dormir, celles qu'elle avait arrêtées une fois Lucie devenue trop grande. Dans le noir, elle murmura, « J'ai fait tant d'erreurs, mais je vais tout recommencer avec toi. » Lucie ne répondit pas, mais dans son sommeil, elle serra la main de sa mère pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, une enveloppe anonyme apparut sur le pas de la porte d'Elena. À l'intérieur se trouvait une simple feuille imprimée sans adresse de retour, sans signature, sans indice, juste une phrase glaçante en Times New Roman, « Les faibles ne peuvent pas être sauvés, Madame Walker. » Elena fixa ces mots, une terreur glaciale la submergeant. Elle appela immédiatement Thomas. Elle me menace. Sa voix était glaciale. Ce qui veut dire que vous la frappez là où ça fait mal. Elena jeta un coup d'œil à Lucie, assise à la table de la cuisine, coloriant tranquillement un cahier vierge. Son visage était pâle, mais son regard était plus clair. Elena raccrocha, s'approcha et enlaça sa fille par derrière. « Mon amour, murmura-t-elle, si jamais quelqu'un te fait peur, dis-le-moi. Je te protégerai, qui que ce soit. » Je ne reculerai pas, Lucie leva les yeux, l'expression s'adoucissant. « Maman, tu n'essaieras plus de me changer, n'est-ce pas? » Elena hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Plus jamais. Le lundi à Chicago était animé comme toujours, mais dans leur appartement du 3e étage de Lincoln Park,
le temps semblait figé après la tempête provoquée par l'hospitalisation de Lucie, l'exposition de Sandra et la suppression de tous les comptes malveillants. Pourtant, le vide persistait, s'infiltrant jusqu'aux os d'Elena. Elle regardait Lucie, drapée dans un sweat à capuche trop grand, regardée par la fenêtre, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de TikTok, pas de Claire, mais aussi aucune étincelle dans ses yeux. Plus la fille qui dansait sur des chansons de Disney, murmurait des poèmes à l'oreille de sa mère ou lui serrait la main avant de se coucher. Elle vivait dans la même maison, respirait le même air, mais se sentait comme deux planètes lointaines. Elena prépara du thé et posa une tasse devant Lucie. La jeune fille ne leva pas les yeux. Elena n'insista pas et ne donna aucune explication, mais chaque silence la blessait encore plus. Si tout était au grand jour, pourquoi ressentait-elle encore une telle rupture? Ce soir-là, seule dans sa chambre, Elena sortit une pile de vieilles photos, Lucie à 3 ans, courant dans les champs. D'Acheville en robe bleue, la douce lumière mielée de leur vieux balcon de Lincoln Park, Lucie avec un chapeau d'anniversaire de travers, les joues pleines et souriantes. Ses mains tremblaient en feuilletant chaque souvenir. Elle se souvenait de l'enfance de Lucie, refusant les retouches capillaires, s'énervant aux questions, fixant le miroir pendant des heures. De fatigue, Elena avait prononcé des mots qu'elle croyait anodins: tu deviens plus ronde qu'Abigail, une fille doit savoir être jolie, prends soin de toi avant de sortir pour que les gens ne parlent pas, des mots comme des couteaux émoussés. Elle n'avait pas voulu la blesser, elle pensait l'aider. Maintenant, dans le silence glacial, Elena comprenait que ces mots avaient été les premières fissures dans le miroir de l'estime de soi de Lucie. Elena ouvrit le magnétophone une dernière fois. Un fichier datant de la veille de l'évanouissement de Lucie joua: ma sœur, je me sens fatiguée. Je veux juste un peu de pain. Non, tu es fatiguée seulement parce que tu n'es pas encore assez forte. On ne mange pas de pain. Veux-tu être une reine ou une victime? Je veux être plus jolie que toutes les filles de la classe. Je veux qu'on se remarque. La dernière phrase la poignarda. Lucie ne s'était pas fait du mal par haine d'elle-même, elle l'avait fait pour être vue par sa mère et le monde. Elena pleura pour la première fois depuis plus de 5 ans. La dernière fois, c'était lorsque son mari l'avait quittée et qu'elle s'était battue seule pour obtenir la garde. C'était la douleur d'une adulte, c'était l'agonie de savoir qu'elle avait blessé l'enfant qu'elle aimait le plus. Le lendemain matin, Isabelle passa avec des viennoiseries et un air sérieux. « Comment va Lucie ?» demanda-t-elle en scrutant l'appartement silencieux. Pas de téléphone, pas de résistance, mais Lucie semblait distante. Elena soupira. Elle mange, respire, bouge, mais on dirait qu'elle n'est plus vraiment là. Isabelle s'assit. Peut-être qu'elle guérit. Ou peut-être qu'elle s'éloigne. Elena se détourna, les yeux rouges. J'ai dénoncé Sandra, fermé TikTok, démantelé le groupe Telegram, détruit tout ce qui était toxique. Mais peut-être que j'étais la première toxine. Tu n'es pas une mauvaise personne, dit Isabelle en lui prenant la main. Tu es une mère, effrayée, seule, qui souhaite que son enfant soit fort. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Une bonne mère ne fait pas de sa fille le reflet de ses propres insécurités. Elena déglutit. Lucie a dit un jour que Claire la comprenait mieux que moi. Elle avait peut-être raison, au moins, Claire écoutait. Je ne faisais que donner des ordres. Isabelle posa une main sur son épaule. Alors maintenant, il est temps d'écouter. Elena leva les yeux, stupéfaite. Ne parle pas, ne fais pas la morale, ne contrôle pas, écoute juste. Même si elle ne dit rien. Même si elle pleure. Sois là. Ce soir-là, Elena entra dans la chambre de Lucie sans frapper. Sa fille était assise près du lit, sous une douce lampe jaune, devant elle un dessin inachevé d'une fillette sans visage dans un champ balayé par le vent. Elena ne demanda pas « Qu'est-ce que tu dessines ?» ni « Pourquoi n'as-tu pas mangé ?» Elle tira simplement une chaise près d'elle, s'assit à côté d'elle et ne dit rien. 1 minute, 2, 5. Les mains de Lucie s'immobilisèrent. Puis, doucement, elle dit « Tu savais que je voulais être artiste ?» Elena pinça les lèvres. « Je ne savais pas. Tu ne me l'as jamais dit. » Lucie garda les yeux fixés sur le croquis. « J'avais trop peur, tu as dit que les artistes étaient pauvres, alors j'ai arrêté de rêver. » Elena baissa la tête. « Je suis désolée. » Lucie ajouta un trait fin au crayon, puis reposa délicatement le crayon. Au bout d'un moment, elle se tourna vers sa mère. « Je ne voulais pas te contrarier. Je voulais juste que tu sois fière. » Le cœur d'Elena se serra.
Elle se pencha et serra sa fille dans ses bras pour la première fois depuis une éternité. « Je suis fière de toi depuis longtemps, murmura-t-elle. J'ai juste oublié de te le dire. » Lucie se mit à pleurer, et Elena aussi des larmes qui lavèrent ses regrets. Samedi matin, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Elena se réveilla et trouva Lucie profondément endormie, enroulée autour de son oreiller, les cheveux en bataille et libres, le visage adouci par des semaines de tension. Elena se leva, prépara un chocolat chaud et tapa un message à son chef de service, « Je demande 10 jours de congé. C'est urgent. Merci de votre compréhension. » 1 heure plus tard, juste au moment où Lucie se réveillait, Elena déposa une tasse et un mot devant elle, « Allons à Asheville, juste toi et moi. Pas de Wi-Fi, pas de réseaux sociaux, pas de clair, juste le ciel, un poêle à bois et des biscuits aux amandes. » Lucie parut surprise. Asheville? La ville natale de grand-mère. Elena sourit et hocha la tête. Là où tu faisais voler des cerfs-volants avec grand-père Lewis. Tu te souviens? Lucie ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des semaines, quelque chose brilla dans ses yeux. Quelques heures plus tard, Lucie prépara discrètement un petit sac à dos et se dirigea vers la porte, sans poser de questions, sans hésiter. Elena savait que tant que sa fille serait partante, elle s'occuperait du reste. La petite cabane en bois nichée dans les collines verdoyantes d'Asheville conservait son parfum familier de terre, de pin et de légères notes de cannelle ancienne. Elena ouvrit les fenêtres, laissant entrer la brise et un peu de soleil de juin. Lucie était perchée sur le rebord de la fenêtre, le regard perdu au loin. « Tu te souviens du piment, devant ?» demanda Elena en récurant la vieille vaisselle. Lucie hocha doucement la tête. « Quand j'avais 6 ans, j'y suis montée et je suis tombée. Tu as tamponné les raflures avec de l'eau salée et j'ai pleuré comme un tonnerre. » Elles rirent toutes les deux et pour la première fois depuis longtemps, leur rire leur parut naturel. Le premier jour, elles préparèrent le dîner ensemble, une soupe de potiron accompagnée de pain croustillant légèrement brûlé. Elena ne demanda pas à Lucie ce qu'elle mangeait, elle s'assit simplement à côté d'elle, savourant chaque cuillerée de chaleur et de compagnie. Lorsque Lucie se resservit, Elena se contenta de sourire, le regard empreint de gratitude. Le deuxième jour, ils errèrent dans la pinède, cueillant des baies sauvages et peignant des rochers lisses avec de la boue et de l'herbe. Lucie parlait peu, mais son rire retentit lorsqu'un écureuil passa en trombe, ses petites pattes trébuchant sur les aiguilles de pin. Le troisième jour, la pluie tambourinait sur le toit de la cabane. Elles étaient assises sur le parquet, coloriant des feuilles blanches. Lucie dessina une fille debout dans un champ de tournesol. Elena ne dit rien jusqu'à ce que Lucie glisse le dessin. « Tu me vois comme ça ?» chuchota Elena. Lucie haussa les épaules. « Tu es comme un tournesol, toujours tourné vers la lumière. Mais parfois, tu oublies d'où vient vraiment la lumière. » Elena tendit la main et caressa doucement les cheveux de sa fille. Le 4e jour, elles préparèrent les biscuits aux amandes que la mère d'Elena lui avait montrés. À mi-chemin, Lucie laissa tomber le pot de farine, emplissant la cuisine d'un doux nuage blanc. Elles rirent plus fort que jamais depuis des mois. Elena prit une photo non pas pour la publier, mais pour la garder. Ce soir-là, Lucie était assise près du poêle à bois, regardant les flammes vaciller. « Maman, si je ne pèse jamais 42 kilos, m'aimeras-tu encore ?» murmura-t-elle. Elena posa ses couverts et se pencha. « Je t'aime depuis que tu pèses moins de 3 kilos. Je t'aimerai que tu aies 70, 90 ou 100. Ton poids ne sera jamais à la mesure de mon cœur. » Lucie baissa les yeux, les paroles cruelles de Claire résonnant, « Personne ne m'aimerait si je n'étais pas belle. » Elena lui prit la main. Claire avait tort. Tu es belle même triste, même en colère, ou tu es belle parce que tu es Lucie. Dans ce silence, Lucie pleura non pas de faim ou de peur, mais parce qu'elle se sentait vraiment vue. Le 5e jour, ils visitèrent le marché du village. Lucie choisit 2 pêches mûres, un bouquet de lavande séchée et une vieille bande dessinée. Pour la cuisine, pour la chambre et pour moi, expliqua-t-elle lorsqu'Elena lui demanda pourquoi. Cet après-midi-là, alors que les biscuits aux amandes cuisaient à nouveau, la voix de Lucie tremblait. Je ne voulais pas te disputer. Je voulais juste que tu sois fière. J'avais peur que si je n'étais ni intelligente ni jolie, tu sois déçue. Elena posa sa main sur celle de Lucie. J'ai toujours été fière. J'ai juste oublié de le dire à voix haute. Le sourire de Lucie revint, cette fois sans barrière. Lors de leur dernière nuit à Asheville, elles étaient assises sur la véranda, sous une couverture commune,
sirotant un chocolat chaud sous les étoiles scintillantes. Lucie murmura, « Si je retourne à Chicago, je ne pense pas être encore assez forte. Et si les réseaux sociaux me reprenaient ?» Elena posa une main ferme sur l'épaule de sa fille. « Alors je serai ton ancre. Si tu dérives, je te ramènerai. Si tu tombes, je te relèverai, non pas pour te contrôler, mais pour te rappeler que tu n'es jamais seule. » Les yeux de Lucie brillèrent. « Maman, maintenant tu comprends. » Elena hocha la tête. « Et je continuerai à apprendre, si tu me laisses faire. »« Je le ferai, » dit Lucie. « Mais tu dois dessiner avec moi. »« Qu'est-ce qu'on dessine ? » ?»« On va redessiner mon enfance, mais cette fois, c'est moi qui tiens le pinceau. » Le lendemain matin, mère et fille montèrent dans le bus pour Chicago. Lucie appuya sa tête sur l'épaule d'Elena. Au pas de téléphone, pas de clair, juste le doux rythme de la confiance retrouvée. Septembre est arrivé tôt dans les rues de Chicago, apportant un air pur et un soleil radieux. Après 10 jours d'absence, Elena et Lucie ont repris leur routine, mais rien n'était plus pareil. Le téléphone qui avait autrefois régné sur la vie de Lucie était désormais enfermé dans un tiroir. Ensemble, elles ont établi de nouvelles règles, pas de réseaux sociaux après 21 heures, pas de comptes anonymes, et aucun contenu d'abonnement dont elles ne pouvaient pas discuter ouvertement. Elles ont scellé leur pacte par une poignée de main ferme et une longue accolade. Tous les mardis matins, Lucie suivait une thérapie au centre de soutien aux jeunes d'Evanston avec le docteur Ivy Martin, dont la voix était aussi grave et apaisante qu'un violoncelle. Lors de la première séance, Lucie ne faisait que dessiner. À la 3e semaine, le docteur Ivy rapportait, « Elle m'a dit aujourd'hui, je ne déteste plus l'ombre dans le miroir, c'est moi, et j'apprendrai à vivre avec. » Les yeux d'Elena brillaient. Un matin, alors qu'Elena préparait son café, son téléphone sonna. C'était Thomas, qui apportait des nouvelles de l'affaire Sandra Morgan. « L'affaire est transférée au parquet, » dit-il. Elena se figea. « Ils l'ont arrêtée ? » « Pas encore, » répondit Thomas, « mais elle a été inculpée pour mise en danger de mineurs, vente de compléments alimentaires non réglementés et création de communautés numériques nuisibles. D'autres parents se sont manifestés grâce à votre plainte. » Elena saisit le téléphone. « Et TikTok ? » Le gouvernement fait pression. Un nouveau projet de loi propose une modération plus stricte pour les comptes des moins de 16 ans, avec de lourdes sanctions pour les profils anonymes. Elena resta silencieuse, il n'y avait pas de triomphe, seulement la fin nécessaire de l'obscurité qui avait volé le regard et le sommeil de sa fille. Ce soir-là, Elena trouva Lucie dans la cuisine, en train de préparer le dîner, du riz avec des légumes, des haricots et du poulet, le tout soigneusement disposé. « Assieds-toi, maman, c'est mon tour ce soir. » Elena rit. « Qui t'a donné cette autorité ? » Le docteur Ivy a dit que prendre soin de soi rétablissait la confiance en son corps. « Tu t'en sors très bien. »« Vraiment bien », acquiesça Elena en versant de l'eau. Lucie la regarda avec un sérieux rare. « Toi aussi. » Dimanche, Elena a accroché une pancarte dans la salle commune de leur résidence, le réseau des vrais parents. Elle n'était plus seule, elle aidait d'autres parents à gérer la technologie, les émotions et les enfants qu'ils pensaient comprendre. Le premier à arriver fut Samuel, un père célibataire dont la fille s'était évanouie à cause d'un régime amaigrissant. Puis vint Marie-Jo, dont la fille diffusait en direct à minuit, et Teresa, une enseignante dont le fils s'était réfugié dans des forums extrémistes. Debout devant eux, sans diapositive ni document, Elena a simplement partagé son histoire. « Je pensais que l'amour suffisait, mais l'amour sans compréhension, sans écoute, devient une chaîne. Si vous ne la brisez pas, quelqu'un d'autre vous écoutera à votre place. » Le silence se fit dans la salle jusqu'à ce qu'une mère pleure et qu'un père baisse la tête en signe de reconnaissance tremblant. À partir de ce jour, le réseau des parents réels se réunit chaque semaine. Il fait appel à des spécialistes et organise des conférences scolaires, notamment Kids Talk, où les enfants s'expriment librement. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils souhaitent que les parents changent, une adolescente de 14 ans répond « N'essayez pas de nous guérir dès que nous souffrons, soyez simplement là et souffrez avec nous. » Elena, debout derrière le rideau, pleure doucement. Pour l'anniversaire de Lucie, pas de grande fête, juste un flan maison, quelques amis proches et de la lavande dans un vieux vase en céramique. Lucie tendit à Elena un petit paquet enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis reliés en cuir rempli de dessins au crayon et à l'aquarelle, Lucie dans la forêt, Lucie devant le miroir, Lucie allongée dans l'herbe, et Lucie tenant la main d'Elena sous la pluie. La dernière page disait « Avant, j'étais la copie de quelqu'un d'autre. Maintenant,
je serai Lucie, ta fille. Elena ne pouvait pas parler. Elle serra simplement sa fille fort contre elle, enregistrant ce sentiment à jamais dans son cœur. Cette nuit-là, Elena était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, écoutant la respiration régulière de la pièce voisine. Plus de murmures nocturnes, plus de clics secrets de clavier, seulement le son d'un enfant qui revient à la vie. Elle se souvint de ce qu'Isabelle avait dit un jour, elle te parle encore, ça veut dire qu'elle a encore de l'espoir. Elena comprit enfin que la guérison n'est pas un retour, c'est une renaissance où les blessures sont nommées, reconnues et guéries non par la médecine, mais par la présence. Et pour Lucie, cette guérison a commencé avec une mère qui a cessé d'essayer de la guérir et a appris à l'aimer telle qu'elle était.